Très bien, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez tous correctement. Au nom de l'étude Auberson-Abels, je vous souhaite une cordiale bienvenue à cette 6e édition de notre webinaire consacré aux nouvelles règles en matière de protection des données. 6e édition déjà, vous vous souviendrez sans doute de la première édition, 25 mai 2018, une date ô combien symbolique pour beaucoup d'entre nous. Évidemment, entre-temps, beaucoup de choses se sont passées, beaucoup d'évolutions, de pratiques en matière de protection des données. Par exemple, sur la question de la sous-traitance, qui sera l'une des thématiques que nous allons aborder avec vous aujourd'hui. Et d'un autre côté, on a dans l'intervalle aussi une loi en Suisse qui, comme vous le savez, nouvelle loi sur la protection des données qui entrera en vigueur au 1er septembre 2023, donc dans un peu plus d'une année. Donc, ravi de vous accueillir à nouveau cette année pour notre traditionnel webinaire du printemps consacré à la protection des données, avec, dans un premier temps, un bref rappel de ce qu'on appelle les bonnes pratiques, que vous connaissez évidemment sans doute déjà. Vous avez la possibilité, comme vous le savez, de poser des questions à tout moment pendant le séminaire en utilisant l'option Q&A du Zoom. Et dans le cadre de la phase de Q&A de la fin du séminaire, on répondra dans la mesure du possible à vos questions et également les questions auxquelles nous n'aurons pas l'occasion de répondre, nous y répondrons par écrit après le webinaire. Les slides que nous allons vous présenter avec les différents co-intervenants aujourd'hui vous ont normalement été déjà envoyés par email. Si vous n'avez pas reçu, n'hésitez pas évidemment à nous contacter event@aubersonabels.com et on se fera un plaisir de vous envoyer les slides. De même que on vous transmettra également le replay de la session de ce jour pour pouvoir éventuellement le transmettre à certains de vos collègues qui n'ont pas eu l'occasion d'assister. Voilà donc en quelques mots la partie logistique. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec le menu que nous vous proposons aujourd'hui pour ce webinaire, un menu qui comprend en réalité 3 phases. Une première thématique qui nous intéresse est la thématique du privacy engineering, qui fait référence notamment au concept de privacy by design, que vous connaissez sans doute parce qu'il figure en toutes lettres dans le RGPD et il figure également dans la future loi fédérale suisse. Ça, c'est une première thématique où nous aurons un intervenant externe qui va l'aborder avec nous. Et ensuite, nous avons choisi 2 thématiques spécifiques juridiques que nous aimerions approfondir avec vous. C'est d'un côté la question de la sous-traitance, une question ô combien épineuse que nous allons aborder tant dans une vision de droit suisse que dans une vision RGPD, et en lien avec les questions de sous-traitance, les questions de transfert à l'étranger, un peu l'arlésienne, à vrai dire, de la protection des données, vu que c'est une thématique qui revient à intervalles réguliers dans le cadre de nos webinaires, à la lumière des évolutions graduelles qui existent dans ce domaine. S'agissant des intervenants qui vont participer à ce webinaire, nous avons le très grand plaisir pour la première des présentations consacrée au privacy engineering, d'accueillir une professeure à l'EPFL, la professeure Carmela Troncoso, qui est spécialisée en matière de privacy engineering et qui est d'ailleurs responsable d'un laboratoire spécial à l'EPFL qui est consacré à l'ingénierie de la sécurité et de la confidentialité et qui nous fait l'amitié d'être présente avec nous aujourd'hui pour nous partager avec nous un certain nombre de réflexions en anglais sur le privacy engineering in an agile world. Toujours très intéressant, en tout cas à mon sens, d'assister à ces présentations non juridiques et qui sont évidemment extrêmement importantes aussi pour appréhender les enjeux juridiques de la protection des données. Et ensuite, pour le reste du séminaire, donc la partie plus juridique consacrée au cadre réglementaire suisse et au RGPD, ce sont évidemment les participants ou les intervenants usuels de nos webinaires, avec évidemment mon associé Antoine Amiguet et ma collègue Marine Largan, qui présenteront un certain nombre de questions liées au droit suisse, en particulier s'agissant des questions liées à la sous-traitance et au transfert à l'étranger. Et ensuite, si j'ose dire d'une certaine manière, le point de vue de Bruxelles, ou plus précisément le point de vue du Luxembourg, nous aurons la chance d'accueillir à nouveau
notre confrère, maître Cyril Pierre Bose, avec lequel, comme certains d'entre vous le savent, nous travaillons assez étroitement pour les questions liées au RGPD, qui va nous donner un aperçu sur un certain nombre de développements très intéressants s'agissant de la notion de sous-traitance au sens du RGPD. Et ce sera des développements, évidemment, à écouter avec beaucoup d'attention aussi pour nous, juristes en Suisse, vu que nous ne resterons certainement pas à l'écart des nouvelles évolutions que Cyril a décelées dans la notion de sous-traitance dans l'Union européenne, qui, tôt ou tard, viendront aussi s'appliquer chez nous en Suisse. Voilà un tout petit peu le menu que nous vous proposons pour cet après-midi. Un grand merci d'être présents si nombreux avec nous aujourd'hui. Et je m'empresse de céder la parole à la première intervenante, la professeure Carmela Troncoso, en la remerciant encore une fois d'être avec nous aujourd'hui. Carmela, the floor is yours. Thank you very much for being with us today. Bonjour à tous et à toutes. Thank you so much for the invitation. It is very nice for me to be here in front of an audience that normally I'm not. And I wanted to talk today about privacy engineering. And as the introduction says, this is important because privacy engineering is something that appears down the line, right? When we talk from the policy domain, we see a lot of, we need to have privacy by design. From back in 2010, when the Commissioner of Ontario started to push in this in the International Conference of Privacy Commissioners, and we see how this concept and this idea that we need to have technical measures to implement privacy from the beginning, right? And this should be actually kind of embedded in the system. And we see here 3 different quotes from very relevant privacy frameworks. And I appreciate very much the intention, but now from my side, I'm a computer scientist, I build systems, right? This reads a little bit like this meme. I don't know if you have seen it before. It's like it gives you this idea, but actually it doesn't tell you how. So with my group, we have been for the last maybe 10 years thinking about how can we help engineers actually bring those words that appear in the policy, the idea of privacy by design, to actually things that are implemented in their systems. And the first kind of legal concept that comes to mind when you think about privacy is data minimization. Because if you don't have data, right, the least data you have in a system, the more privacy preserving it is. And this, when we presented this idea for the first time in 2011, it was very well received both from the technical side, because it made sense, and also from the policy side, because it was clearly related to the data minimization principle that is part of the GDPR and is part of the law in Switzerland, like this idea of I should only collect data that is associated to the purpose of the service. But when you again look at this from the point of view of the privacy engineer, the one that has to design the system, this concept becomes a bit blurry. Because when you look at the system as a whole, right, the data has to exist somewhere. If I need to compute, for instance, a bill based on how much people speak on the phone, either I can do this on the server or either I can do this on the phone, but the data has to be somewhere. So if you think about the system as a whole, data minimization doesn't do the job. You can put data in the devices of the users, you can set it encrypted, you can distribute it on multiple servers, we can do a lot of tricks to make this more privacy preserving, but at the end of the day, the data exists. So data minimization is not a very good metaphor when you're explaining to engineers that they need to do privacy, because they need some more hints about. And when we thought about this, we realized that a lot of these concepts of having data in the user devices or sending encrypted was actually about trust, about the idea that when is privacy violated? When people misuse our data in a way that was not expected. And that means that in order to avoid that the data is misused, we should try to not give the data to the people that we don't trust, to the other entities. So kind of engineering in a privacy preserving way is really trying to minimize the privacy risks and trying to minimize how much I need to trust others to not misuse my data. And then the question really becomes, from a privacy engineering perspective, kind of inheriting from security engineering, what does it mean, these other entities, and what does it mean to not have trust? And here I have kind of 3 different notions of trust
we can have on the one side the idea that, well, we just don't trust other users and third parties, but we may trust the service provider. And this is something that happens, for instance, very much in online social networks, right? We can have policies that says when I upload a post to Facebook, I don't want others to see it, but I actually give all my data to Facebook, right? So I just don't trust others. And that's one option. The other option that is mainly what appears in the regulation is that, well, I mean, we do trust Facebook, but maybe not that much. So we're going to impose regulation. We're going to impose limits on what Facebook can do on this data, but these limits are regulation-based, policy-based, right? They still have the data. They just promise that they are not going to use it. And if they are found in violation of their promise, then they have very high fines. And that's another option that you can have, right? I trust. Or the third option, which is really what comes when we think about what we call privacy enhancing technologies. These are technological ways of building systems that kind of fully minimize risks, is that everyone is an adversary. We consider other users, third parties like internet service providers, people that could eavesdrop, or even the server as adversarial. We don't want to trust anyone. And by not trusting anyone, in a way, you kind of get maximal trust that your privacy is not going to be violated. But now this thing that I said also kind of becomes very complicated because I talk about adversaries. And doing this, what we call in security engineering threat modeling, decide who is a threat and who is not, is actually quite complex. It requires a lot of training. And again, we enter in this problem that explaining to people how to do this and how to get to the very right of the slide is not obvious. So we actually discovered that a much better way of explaining what this privacy engineering is another legal principle that you guys probably know very well, which is the principle of purpose limitation. And how does this work and how this actually links very much to the idea of minimizing trust. So the usual approach that people have to design systems is like when you talk to the designer and you propose the idea, they're like, we're going to collect as much data as we can, right? Because probably we'll need it for later. And then due to data protection regulations, they will reduce a little bit and they will collect less data because not everything is possible, right? And you have some limitation. Now, when we think from the privacy engineering perspective, we take a very different approach. First, we think about the purpose of the system. What do I exactly need to do? And then I collect the data just for that. And now it may be that for operational purposes, whether it is maybe to prove that computations that I do locally are correct, whether it is because there are other laws and other regulations that require more data, like for instance, to ensure accountability, I may be collecting a bit more of data. But what happens with this is that this triangle here, the one that that we have when I want when I go from the usual approach and the triangle that they have down, it happens that the data that you finally collect starting from purpose is always smaller than the one that you would collect otherwise. And by containing the purpose of the system, you actually kind of get all of the trust. What we do is that we only collect the data that allows only one purpose, and that means that the data cannot be misused. And this is not, again, a promise like we had in the previous case, but it is really kind of something that we implement in a way that it is not possible. So the purpose limitation, when you implement it in a technical way, it actually guides you to have minimal trust on other entities, and it's actually a good metaphor of how should you reason about I have a privacy preserving design. What you should reason about is how much do I trust others, and if you don't need to trust them to preserve your privacy, then that means that you have a very privacy preserving design. So let me give an example so that all of this doesn't seem so abstract, which is what we did with contact tracing applications that appeared in the beginning of the pandemic back in 2020. And by now, I don't need to explain to people what contact tracing is because we have lived it for too long and too close. But what happened is that at the beginning of the pandemic, with the spread of the disease, manual contact tracing, the traditional tell me who your contacts are, I'm going to call them by phone, became impossible. So the idea was to have an alternative and a complement that came from technology that would allow users to be notified faster in a way that we don't need to collect this information and then have humans kind of
calling others. A system that could scale, that could be faster, and it could be efficient. So these apps came to place, but kind of when you think about these apps, you also think that the amount of data they're going to collect, because we're thinking about collecting all of the context from people, can be very dangerous, right? And when we were designing these things, we had a lot of security and privacy concerns in mind, in particular privacy ones. The main one was protect health-related data. We know that health is very sensitive, so it couldn't be that the system would reveal to everyone who actually was COVID positive. To be fair, at this point in time in 2022, it looked like a bit more ridiculous because everybody has COVID, right? So it's not anymore a kind of a problematic thing. But back in 2020, when this was starting, it was actually very stigmatizing to be the one in your village, the one in your neighborhood, the one in your building that had COVID. But we also wanted to make sure that the system that we were creating, and we were going to ask every Swiss and every European and every person in the world to put on their pocket, would actually not create more data that could be misused, either for surveillance, to manipulate people. And that is what we called, like, we wanted to have purpose limitation by default. The goal of the system was to notify, and the system should do not anything else that was not allowing people to notify each other. And for this, we wanted to hide any information that historically we know that can be used for different purposes, like users' identities, users' locations, that we know that they're used to track users, to learn habits about them, and even to re-identify them, and also their social behavior, how many people they talk to, how often, because if you think about it, this also reveals a lot about the humans. And of course, we needed a secure system in the sense that the system should work, it should not give false alarms, should always work. There should not be possibility to deny the service because otherwise people would not use it. And the system that we design, that maybe many of you had on your phones, is a system in which every phone generates a key, a cryptographic key internally, and then all the time broadcasts these random identifiers that on themselves mean nothing. They are not connected to anything, right? They are just random. And they change over time so that you cannot use them as a pseudonym. And then when people are close to each other, the phones hear these random identifiers, and then they record them, and they record them together with the power of the signal that is a proxy of how close these phones are to each other. And then over time, if one of the users would actually have COVID, then they would talk to a doctor, and the doctor would allow them to upload their keys, these random identifiers, to a central server. And everybody else would take these keys from the central servers, and then they could compare to what they have seen before. Have I seen any of these keys from infected people? And then if you have seen them, and the power of the signal indicates that you have seen them very close to you, then is when we would have a notification, and then it would say, okay, take action because you have been close to somebody. And take action could be start your quarantine, isolate, take a test, yeah, different. And what is important about this and why this is privacy by design is because in this system, right, the only information that flows around is information that is useful for notification. These random numbers that are in the server and that go to other phones, in themselves, you cannot use them for anything else. They only become useful when you put them together with the list that you have recorded. So the server has no information that is relevant for others. We don't need to trust the server to not misbehave. And there is no identity information involved. Like all of these random identifiers are created from this cryptographic key I said in the beginning that the phone creates on its own without knowing your name or anything about you. There is no location involved, like these keys and these random identifiers are created on a pre-scheduled way, so they depend on time, not on where you are. And there is no information about others because you always create the same identifiers regardless of being with 10 people, 100 people on your own. There is no difference. So at the end of the day, we don't have any information available for abuse. And that's what we truly believe is kind of something privacy preserving, something in which the information in the system does not allow you to infer anything else and does not allow you to do anything else that what was actually the purpose. Going back to this very clear legal principle of purpose limitation. Now here, implemented in a technical way.
So just to finish this, privacy engineering that may seem this kind of very further concept, it's actually very close to many of the legal principles that you are very used to work with. Like the idea is this minimizing trust and having purpose limitations, and kind of privacy engineering is really about identify architectures, so how to connect user devices with servers and so on, and some technologies that allow you to enforce this purpose limitation, because at that point, trust is minimized and you don't need to worry anymore about the privacy of the users being violated. And in the title of my talk, I also put this agile thing. And agile means that in the current software engineering system, we don't anymore have this, we have one purpose and we're going to create the system. In agile world, the system kind of changes purpose all the time. And also people rely on services a lot. Like you see how people use the cloud and use Google programs and things like this. And why this is relevant when you think about the privacy engineering is because when you're in this ever-changing world and you depend on others, doing this kind of exercises of purpose limitation becomes much more difficult. And I'm just bringing this up here because it's something that from the legal side, you also have to keep an eye on, because the amount of privacy that you can put on a system depends a lot on which are the building blocks that you're building on. And it may be that even though you want to make something very privacy preserving, if you really have to rely on all of these platforms, actually you just have to do, well, you will have the level of privacy that they allow you to. So this is something to take into account very much when we make studies and we will consider this purpose limitation, because we're going to be dependent and limited by that. And this is all that I wanted to say today, and I'm happy to take questions or answer. I hope that this was interesting and understandable. Again, apologies for not speaking French, but my French is not very good. Bonjour à tous. Je vais maintenant vous présenter les aspects de sous-traitance. Est-ce que vous m'entendez correctement par contre? Voilà, je crois que... C'est parfait, Marine, on t'entend. Magnifique, merci beaucoup. Parfait. Alors, l'objectif de cette présentation est de passer ensemble en revue l'impact sous l'angle de la protection des données de la délégation à un fournisseur de services. Donc, j'ai sélectionné 9 questions qui me paraissent principales dans le cadre de l'analyse d'un projet d'outsourcing. Et puis, principalement, donc, les cas auxquels nous sommes souvent confrontés, c'est ceux au sein d'une banque ou d'une autre institution réglementée où la banque choisit d'externaliser un service auprès d'un fournisseur de services, soit externe, soit intragroupe. Donc, ça peut être, par exemple, l'externalisation du contrôle de la gestion des risques, mais ça peut être également l'implémentation d'un logiciel de gestion des clients, donc par exemple un logiciel CRM, ou encore une partie de la revue du KYC pour le portefeuille de clients. Donc ça, c'est les exemples qu'on rencontre assez fréquemment en pratique. La première question qui paraît assez évidente, c'est est-ce qu'il y a un traitement de données personnelles dans le cadre de l'externalisation de services? Donc, il faudra identifier quelles données personnelles sont traitées dans le cadre du service s'il y en a, et ensuite, quelles catégories de personnes concernées sont derrière ces données personnelles. Est-ce qu'il s'agit du traitement de données de clients ou de prospects ou d'employés, par exemple? Ensuite, il conviendra d'identifier le type de traitement qui sera effectué dans le cadre de service sur ces données. Est-ce que, par exemple, le fournisseur va avoir un accès distant aux données personnelles ou à l'inverse, est-ce que les données personnelles lui seront transférées? Est-ce qu'il a une fonction de stockage des données personnelles?
Respectivement, pourra-t-il modifier, supprimer ou effectuer un autre traitement sur les données personnelles qui lui sont confiées? Une question ensuite qui est très importante, c'est quels sont les accès qui sont donnés dans le cadre de l'externalisation du service sur les données personnelles qu'on vient d'identifier. Donc là, on peut distinguer 3 groupes de destinataires, principalement, évidemment, le fournisseur de service, qui lui peut être soit le tiers, donc un fournisseur de service externe, soit une entité intragroupe qui fournit le service. Le deuxième groupe de destinataires, ça va être typiquement le support technique ou IT qui est en charge de l'élaboration de l'application, si on parle d'une application, d'une plateforme IT, ou qui est en charge de résoudre les éventuels incidents dans le cadre de la fourniture du service. Et un troisième groupe, ce sera les utilisateurs du service. Donc, quand on parle d'une application, d'une plateforme CRM, ce sera typiquement les employés de la banque ou de la société qui interviennent sur les données personnelles pour effectuer leurs tâches. Une fois qu'on a identifié ces différents accès, une question principale est de se demander est-ce que ces accès sont justifiés en fonction justement de ces catégories de destinataires. Donc, est-ce que le fournisseur de service doit avoir accès à l'ensemble des données personnelles qui sont traitées dans le cadre du service pour pouvoir effectuer ces tâches, pour pouvoir exécuter le contrat de service? Respectivement, est-ce que les utilisateurs doivent avoir une vue sur l'ensemble des données ou au contraire, est-ce que pour remplir les fonctions, ils n'ont besoin que d'un accès restreint à un certain type de données personnelles? Donc ça, c'est vraiment des questions très importantes afin de limiter les accès à ce qui est vraiment nécessaire pour l'exécution du service, respectivement l'exécution des tâches à l'intérieur de l'organisation. Ensuite, il convient de se demander si le projet implique un transfert de données en dehors de la Suisse, respectivement un accès distant en dehors de la Suisse. Donc, ceci peut intervenir soit par le biais d'un stockage de données en dehors de Suisse, par une entité du groupe ou par le fournisseur de services directement. Respectivement, ceci peut intervenir par biais des accès qui sont octroyés aux prestataires de services ou des accès qui sont octroyés aux utilisateurs intragroupes qui accéderaient aux données en dehors de la Suisse. Et là, dans la mesure où les données sont accédées depuis un État qui ne prévoit pas une législation qui est adéquate sur le plan de la protection des données, il conviendra de mettre en place des mesures supplémentaires qui seront abordées dans la présentation suivante. Une autre question qui est donc primordiale et puis qui découle de l'état de fait qu'on aura établi jusque-là, c'est de se demander si le responsable du traitement a mis en place les mesures techniques et organisationnelles lui permettant d'avoir une maîtrise suffisante des données personnelles qui ont été identifiées dans le cadre de l'utilisation du service. Donc, dans ce cadre, il conviendra de mettre en place les mesures de sécurité qui permettent à la fois de limiter les accès aux données personnelles et puis les différents types de traitements qui peuvent être faits sur ces données personnelles, mais également les mesures qui permettent le suivi du traitement qui est fait. Donc, c'est-à-dire quels utilisateurs ont pu avoir accès aux données, respectivement les extraire, les modifier, les supprimer, etc. Donc, savoir quel est le traitement, avoir comme un access log des traitements qui ont été faits sur les données personnelles traitées. Il faudra également mettre en place des outils permettant de prévenir, donc d'éviter, mais aussi de détecter une éventuelle utilisation non autorisée ou frauduleuse des données dans le cadre du service, que ce soit par un utilisateur ou bien le prestataire parfois lui-même ou évidemment un tiers externe à ces intervenants. En dehors de ces mesures que l'on vient d'aborder, qui sont vraiment ciblées sur les droits d'accès, quelles autres mesures de sécurité doivent être mises en place dans le cadre de l'externalisation du service? Eh bien, si à la question abordée précédemment,
est-ce que le fournisseur de service a besoin d'avoir accès à l'entier des données personnelles dans le cadre, pour fournir son service? Si à cette question-là, on a répondu non, il faudra mettre en place un processus d'anonymisation, respectivement de pseudonymisation des données, pour restreindre, voire éliminer tout accès du fournisseur de services à ces données personnelles. Donc, ça, ce sera vraiment en fonction du type de service qui est fourni. Donc, une donnée est anonymisée lorsque la référence à la personne est supprimée de manière irréversible, ce qui veut dire que ce n'est plus du tout une donnée identifiante, on n'a plus la possibilité de retrouver la personne concernée derrière la donnée. Donc, dans cette situation, on n'a plus une donnée identifiante, on sort donc du champ d'application de la LPD. Si la donnée est seulement cryptée, pseudonymisée, ça veut dire que la référence à la personne concernée est seulement supprimée de manière réversible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le responsable du traitement détient la clé d'identification, la clé de cryptage qui lui permettra de remonter à l'identité de la personne concernée derrière la donnée en question. Donc, cette clé est conservée généralement de manière séparée et puis est protégée par des mesures techniques et organisationnelles pour garantir son niveau de sécurité. Et par contre, elle ne sera pas accessible au récipiendaire, ce qui veut dire, sous l'angle du droit suisse, qui a ici une acceptation beaucoup plus large que le RGPD d'ailleurs, donc ce qui veut dire, sous l'angle du droit suisse, que la donnée n'est pas identifiante pour le récipiendaire dans la mesure où celui-ci n'a pas accès à la clé de cryptage et ne peut pas remonter à la personne concernée par le biais d'efforts proportionnés. Donc, à ce sujet, je fais un petit excursus sur une décision du tribunal de commerce du canton de Zurich qui a eu à se pencher sur un transfert par une banque de données de clients initialement, mais pseudonymisées, qui devaient être envoyées au Department of Justice. Et la banque considérait dans ce cadre que dans la mesure où les données qui étaient transférées au DOJ étaient chiffrées et que le DOJ n'avait pas accès à la clé de cryptage, il ne s'agissait pas d'un transfert de données personnelles. A contrario, le tribunal de commerce a analysé la situation concrète et a estimé que le DOJ avait les moyens pour introduire, notamment par le biais d'une requête d'entraide, donc avait des moyens lui permettant de remonter aux personnes concernées derrière les données pseudonymisées. Ce qui veut dire que par le biais d'efforts proportionnés, donc en l'occurrence l'introduction d'une requête d'entraide, le DOJ pouvait remonter à l'identité des personnes concernées et il s'agissait donc bel et bien d'un transfert de données personnelles qui était soumis à la LPD. Voyons maintenant que, donc on a passé un petit peu en revue quelles sont les questions primordiales en début de projet, donc l'identification des données personnelles, l'identification des accès à ces données, et puis quelles mesures techniques et organisationnelles sont mises en place pour restreindre et puis avoir un bon suivi de ces accès. Maintenant, quelles sont les exigences contractuelles qu'il convient de mettre en place entre le responsable du traitement et le fournisseur de service? Alors, ça dépendra de la qualité du fournisseur de service. Si ce dernier est un responsable de traitement indépendant, on aura un rapport de controller to controller. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas d'exigence contractuelle spécifique sous l'angle de la protection des données, à moins que les données personnelles ne soient transférées ou accessibles depuis un état non adéquat. Par contre, évidemment, le fournisseur de services qui agit comme responsable de traitement devra se conformer à la réglementation qui lui est applicable en matière de protection des données et puis mettre en œuvre les mesures de sécurité adéquates. À l'inverse, si le fournisseur de service est un processor, donc un sous-traitant selon de la protection des données, il conviendra de mettre en place un contrat qui répond aux exigences de la LPD, respectivement du RGPD si celui-ci est applicable. Et notamment, le sous-traitant ne pourra effectuer que les traitements que le responsable du traitement serait lui-même en droit d'effectuer. Il conviendra aussi, dans le cadre de ce contrat, de prévoir
une procédure particulière pour le recours par le sous-traitant à des sous-traitants subséquents, donc des cas de sous-sous-traitance. Maintenant, demandons-nous s'il est nécessaire de fournir une information complémentaire aux personnes concernées avant l'implémentation du projet pour les informer du traitement de leurs données. Donc, dans ce cadre-là, il faudra revoir les conditions générales, la privacy policy, donc la notice de confidentialité ou tout autre document contractuel qui informe la personne concernée du traitement qui est fait de ces données. Dans la mesure où le projet d'outsourcing est déjà inclus dans l'information qui a été fournie à ces personnes, il ne sera pas nécessaire de le compléter. À l'inverse, si on se rend compte que le traitement qui va être effectué par le fournisseur de services, respectivement les transferts de données à l'étranger, ne sont pas inclus dans ces informations, il conviendra de préparer une information ad hoc pour informer les personnes du traitement, du nouveau traitement qui va être fait de leurs données dans le cadre de ce projet. Maintenant, j'ouvre un petit peu une question plus large qui sort un petit peu du champ d'application de la protection des données, mais qui concerne essentiellement les banques et puis les institutions réglementées de manière plus large. Il s'agit de se demander est-ce que l'externalisation de ce service constitue une délégation de fonctions essentielles. Et dans l'affirmative, il conviendra d'introduire dans le contrat les exigences de la circulaire FIDMA Outsourcing, respectivement les obligations organisationnelles de la circulaire risque opérationnel. D'ailleurs, cette dernière est en cours de révision par la FIDMA, suivant une communication de ce jour. Donc, il conviendra de garder un œil sur les évolutions de cette dernière circulaire. Et finalement, il conviendra évidemment de se demander dans quelle mesure, pour une banque, typiquement, une levée du secret bancaire supplémentaire à celle qui est déjà prévue dans les rapports contractuels est nécessaire. Ça veut dire revoir la levée du secret bancaire qui se situe dans les conditions générales ou peut-être dans une documentation ad hoc et analyser si celle-ci couvre l'externalisation du service, donc le transfert des données clients aux fournisseurs de services, respectivement également les accès que peuvent avoir les utilisateurs au sein même du groupe du responsable de traitement. Et si la levée du secret bancaire existante n'est pas suffisante, il faudra bien sûr préparer une nouvelle version afin d'englober les traitements qui sont les transferts qui sont effectués dans le cadre de ce service. Voilà, je passe maintenant la parole à mon collègue Maître Amiguet qui va vous présenter les transferts de données vers des états non adéquats. Merci beaucoup, Marine. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Et effectivement, je vais vous présenter, si j'arrive à prendre la main, voilà, c'est le cas, donc le transfert des données personnelles à l'étranger. Donc, quelles sont les conditions spécifiques qui s'appliquent à ce type de transfert de données. Tout d'abord, il faut distinguer deux types d'hypothèses. Soit le transfert a lieu vers un état adéquat ou vers un état non adéquat. Donc, par état adéquat, on comprend les pays qui ont un niveau de protection en matière de protection des données qui est considéré adéquat par les autorités compétentes suisses. Donc, dans ce cas, qui sont déjà ces États? Alors, en principe, ce sont ceux qui ont adhéré à la Convention révisée 108 du Conseil de l'Europe et qui la mettent effectivement en œuvre. À l'heure actuelle, le préposé tient une liste, le préposé à la protection des données tient une liste de ces États dits adéquats, selon l'article 7 de l'ordonnance sur la protection des données. Et cette liste va être remplacée par une ordonnance du Conseil fédéral. Donc, ce n'est plus le préposé qui aura la main sur cette liste, mais le Conseil fédéral à l'avenir. En pratique, donc aujourd'hui comme demain, tous les États membres de l'Union européenne figureront sur cette liste.
quand des données personnelles sont transmises à des états dits adéquats, il faut appliquer les principes généraux en matière de protection des données, donc ceux qui sont prévus à l'article 6 de la nouvelle loi sur la protection des données, c'est-à-dire la licéité, la bonne foi, la proportionnalité et la finalité. Donc tous ces principes généraux doivent être respectés. Mais il n'y a pas d'autres, pardon. Excusez-moi, j'ai un petit problème. Voilà, alors, navré pour ceci. Voilà, et donc pas d'exigence supplémentaire quand un transfert a lieu vers un état adéquat. Par contre, et c'est la deuxième hypothèse, quand un transfert a lieu vers un état non adéquat, alors il faut prendre des mesures supplémentaires. Et ces mesures sont différentes selon qu'on se trouve dans le domaine public, donc si il s'agit d'un organe fédéral, par exemple, ou si on est dans le secteur privé. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les mesures qui doivent être prises dans le secteur privé. Donc, il faut mettre en place des garanties contractuelles spécifiques qui peuvent être de plusieurs ordres. Alors, tout d'abord, et c'est la façon souvent la plus utilisée en pratique, et on doit mettre en place des clauses types de protection de données qui auront été préalablement reconnues par le préposé. Alors, il en existe à l'heure actuelle plusieurs, mais aujourd'hui, et surtout celles dont on va parler aujourd'hui, ce sont les clauses contractuelles type de l'Union européenne, donc les Standard Contractual Clauses, les SCC. J'y reviendrai dans un tout petit moment. Dans d'autres cas, on pourrait aussi imaginer de mettre en place des clauses ad hoc, donc des clauses contractuelles ad hoc qui auraient été convenues entre l'exportateur et l'importateur de données, mais pour qu'elles soient valables, il faut qu'elles aient été communiquées préalablement au préposé. Et enfin, dans des contextes de groupe, donc quand des communications ont lieu de manière, à l'étranger, mais à l'intérieur d'un groupe, on peut mettre aussi en place ce qu'on appelle des règles d'entreprise contraignantes, donc en anglais des Binding Corporate Rules, BCR, qui elles aussi doivent être approuvées par le préposé, ou si, le groupe est en général international, donc on pourrait imaginer aussi que ces BCR aient été approuvés par une autorité étrangère, typiquement européenne, et dans ce cas, les BCR vont être également reconnus comme une mesure adéquate pour le transfert de données vers un état non adéquat. Dans certains cas, il n'est pas nécessaire de mettre en place ce type de mesures contractuelles, même si les données sont communiquées vers un état non adéquat. Et ce sont les cas que je liste ici dans cette slide. C'est typiquement le cas lorsque la personne concernée a donné son consentement express au transfert des données. C'est également le cas lorsque la communication donc des données de la Suisse vers un état non adéquat est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat entre le responsable du traitement et la personne concernée, donc directement, ou entre l'importateur et l'exportateur de données dans l'intérêt de la personne concernée. Alors, cette ligne est en brun parce que, et également en italique. Alors, elle est en italique parce que c'est une hypothèse nouvelle, enfin une dérogation nouvelle qui sera introduite dans la nouvelle loi sur la protection des données qui n'existe pas encore dans la loi actuelle. Elle est en brun parce que si l'exportateur de données utilise cette option, il doit s'attendre à ce que le préposé lui pose des questions supplémentaires, lui exige de l'exportateur un certain nombre d'informations. Donc, ce qui fait que si l'exportateur veut se baser sur cette possibilité pour transférer des données dans un état non adéquat, il doit documenter ce transfert de manière plus, disons, détaillée que pour un transfert soumis à une autre exception. Un autre cas dans lequel des données personnelles peuvent être transmises à un état non adéquat sans nécessairement mettre en place des mesures supplémentaires, c'est lorsque ce transfert a lieu
en vue de la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant. Bon, c'est rarement le cas en pratique dans le domaine privé, mais ça peut arriver. Par contre, ce qui est beaucoup plus fréquent, c'est afin de constater, d'exercer ou de défendre un droit devant un tribunal ou une autorité étrangère compétente. Donc là également, l'ajout de l'autorité étrangère compétente est nouvelle et sera donc présente dans la nouvelle loi sur la protection des données. Autre cas, donc le transfert a lieu pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle. Là aussi, dans un domaine privé, c'est plutôt rare, en tout cas dans le domaine bancaire, mais évidemment, dans d'autres domaines, ça peut se produire. Un autre cas encore, c'est lorsque la personne concernée a rendu les données accessibles à tout le monde et ne s'est pas opposée expressément au traitement de ces données. Et enfin, dernier cas, les données proviennent d'un registre qui est donc prévu par la loi et qui a été consulté de manière licite. Donc, dans tous ces cas, encore une fois, pas nécessairement besoin de mettre en place des mesures supplémentaires pour transmettre des données personnelles vers un état non adéquat. Donc, j'ai évoqué la question des clauses modèles, donc ces fameuses SEC, et comme vous le savez certainement, elles ont été révisées tout récemment, donc en 2021, et ceci dans le contexte très particulier du transfert de données personnelles aux États-Unis et des fameux arrêts Schrems 1 et Schrems 2. Donc, pour rappel, depuis 2010, il y avait en place un mécanisme qu'on appelait le mécanisme du Safe Harbor, qui permettait aux entreprises européennes et suisses de transmettre des données personnelles à des entreprises américaines, parce que les États-Unis, donc, pour rappel, ne sont pas considérés comme un État adéquat. Mais grâce à ce mécanisme, qui nécessitait donc des entreprises qu'elles s'inscrivent dans un registre, qu'elles s'annoncent à une autorité américaine, c'était possible. Mais en 2015, la Cour de justice de l'Union européenne a invalidé donc la reconnaissance du caractère adéquat des États-Unis en utilisant ce mécanisme du Safe Harbor, et un nouveau mécanisme qu'on a appelé Privacy Shield a été mis en place en 2016. Et ce nouveau mécanisme a lui-même été invalidé en 2020 dans un autre arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, donc on appelle l'arrêt Schrems 2. Ce qui fait que, et dans cet arrêt Schrems 2, la Cour de justice a précisé donc, si le mécanisme du Privacy Shield ne pouvait plus être utilisé, en revanche, les clauses contractuelles type étaient encore un moyen valable de transmettre des données vers un pays non adéquat comme les États-Unis, pour autant qu'elles soient complétées par des mesures supplémentaires. Ce qui fait que rapidement après l'arrêt Schrems 2, les autorités européennes ont révisé en fait leur SEC pour les mettre à jour et les compléter. Et aux dernières nouvelles, donc des nouvelles toutes récentes, les États-Unis et l'Union européenne se seraient mis d'accord, donc c'est un accord de principe pour le moment, pour mettre en place un nouveau mécanisme, donc qui serait le troisième en quelque sorte après le Safe Harbor et le Privacy Shield, et qui permettrait à l'avenir de transmettre de façon plus sûre et plus facile des données personnelles de l'Europe vers l'Union européenne. Et il est presque certain que la Suisse reprendra aussi ce mécanisme. Donc, ça devrait être plus facile à l'avenir de faire ce type de transfert. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails des SEC, vous les connaissez peut-être, donc elles ont été révisées et complétées. Donc, elles comprennent maintenant plusieurs modules, et 2 de ces modules sont nouveaux. Donc, jusqu'à présent, les SEC prévoyaient l'hypothèse de transfert d'un responsable de traitement à un autre
responsable de traitement, donc contrôleur to contrôleur, d'un responsable de traitement à un sous-traitant, donc contrôleur to processor, et désormais les SEC prévoient également l'hypothèse de transfert d'un processeur à un autre processeur et d'un processeur à un contrôleur. Et puis, sans rentrer dans les détails, donc ces SEC prévoient aussi des annexes voilà, dans lesquelles on doit lister les parties aux clauses contractuelles, on doit prévoir des mesures contractuelles et on doit également indiquer qui est l'autorité de surveillance compétente. À noter aussi qu'il y a une clause d'ancrage qui permet à des tiers de se joindre en quelque sorte à ces accords postérieurement à leur conclusion. Donc ça, c'est aussi un mécanisme nouveau qui est assez pratique. Donc ces nouvelles SEC s'appliquent d'ores et déjà, en fait, elles sont entrées en vigueur le 27 septembre 2021, et pour tous les nouveaux transferts hors de l'Union européenne, ces nouvelles clauses contractuelles doivent être utilisées. Pour les transferts existants, donc les clauses contractuelles actuelles, enfin précédentes, peuvent continuer à être utilisées jusqu'à la fin de cette année. Et au-delà, donc elles devront être remplacées par les nouvelles clauses contractuelles. Donc ça, c'est un délai important à garder en tête. Encore quelques mots, je vois que le temps file, il ne nous reste plus que quelques minutes pour ma partie. Ce qui est important de dire pour la Suisse, c'est que le préposé à la protection des données a reconnu cette dernière version des SEC, mais a imposé dans certaines circonstances que certains aspects de ces SEC soient modifiés dans un contexte suisse, c'est ce qu'on appelle le Swiss finish. Et là, le préposé distingue, les exigences varient selon que le transfert est soumis seulement au droit suisse, donc à la LPD, ou également au RGPD. Mais de manière générale, il faut disons, ajouter aux SEC européennes une annexe qui donc précise que le préposé est compétent pour les transferts de données soumises à la LPD, que les personnes concernées qui ont leur résidence en Suisse peuvent introduire une action devant les juridictions suisses. L'annexe doit également préciser que toutes les références dans les SEC au RGPD doivent être comprises comme une référence aux dispositions correspondantes de la loi suisse sur la protection des données. Et puis, oui, important aussi, parce que c'est une particularité du droit suisse actuel. Vous savez que la LPD actuelle protège non seulement les données personnelles des personnes physiques, mais également les données personnelles des personnes morales. Et donc, l'annexe doit également préciser que les SEC, en tout cas jusqu'à la fin, jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la protection des données, donc qui est annoncée pour septembre de l'année prochaine, ces SEC doivent également couvrir la protection des données relatives aux personnes morales. Et puis encore une particularité actuelle, c'est que les SEC, quand elles sont utilisées sous l'empire de la loi actuelle, elles doivent être annoncées au préposé, ce qui ne sera plus le cas sous l'empire de la nouvelle loi. Donc, je vais passer un peu plus vite sur mes dernières slides, simplement pour vous dire que aujourd'hui, les SEC peuvent être utilisés donc, dans le contexte d'un transfert de données personnelles vers un pays non adéquat, mais il faut qu'il y ait des mesures supplémentaires qui soient prises. Et très concrètement, cela signifie d'une part qu'une analyse des risques soit effectuée, donc un transfert impact assessment soit effectué, que l'exportateur s'assure que les SEC permettent effectivement une protection adéquate des données transférées. Et si ce n'est pas le cas, il faut mettre en place des mesures de protection supplémentaires. Et parmi ces mesures, il y a des mesures techniques et organisationnelles. Alors, les mesures techniques, c'est ce que Carmela nous a expliqué au début de ce séminaire. Donc, il y a certaines mesures qui peuvent être prises pour minimiser les risques. Marie nous a aussi parlé de l'anonymisation, du cryptage,
et de la pseudonymisation. Donc, toutes ces mesures sont des mesures qui peuvent être potentiellement mises en place pour renforcer les SEC. Les SEC peuvent également être renforcés en y rajoutant des mesures contractuelles. Par exemple, une clause qui obligerait l'importateur, par exemple aux États-Unis, de défendre les données personnelles si des autorités américaines, par exemple, demandaient à l'importateur d'avoir accès à ces données personnelles, l'importateur se serait contractuellement engagé vis-à-vis de l'exportateur à s'opposer le plus possible à ce transfert des données aux autorités américaines. Et dans la mesure du possible aussi à en informer le plus rapidement possible l'exportateur. Et puis enfin, ces transferts de données vers des pays adéquats impliquent également une information transparente des personnes concernées, voire si les mesures supplémentaires qui sont prises ne sont pas suffisantes, l'obtention de leur consentement. Voilà, je voulais encore vous parler, mais je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails, d'une décision intéressante du Conseil d'État du canton de Zurich qui a évalué la question de savoir si l'État de Zurich pouvait utiliser le service cloud donc M365 de Microsoft, et il est arrivé à la conclusion que c'était le cas. Parce que les risques liés au fait que le cloud puisse, enfin que les données puissent être accessibles par les autorités américaines étaient vraiment minimes. Donc, il a pris une décision permettant aux autorités zurichoises d'utiliser le cloud pour leurs besoins. Voilà, en quelques mots, cette partie sur le transfert de données personnelles hors de Suisse. Et maintenant, je laisse la parole à mon associé Philippe Fischer, qui va nous parler de pre-trial discovery et protection des données. Philippe, je te laisse la parole. Très bien, merci beaucoup Antoine pour cette présentation. Donc, effectivement, les cas qui ont été analysés pour l'instant dans les présentations de Marine et d'Antoine concernaient vraiment des situations que je qualifierais de business as usual, c'est-à-dire des transferts de données personnelles dans des situations où finalement ça s'est intégré dans, disons, les rapports au sein de l'entreprise. Moi, j'aimerais vous parler d'une situation un tout petit peu plus exceptionnelle, qui sont les scénarios où un transfert de données personnelles intervient non pas dans le business as usual de la vie d'une société ou d'un groupe, mais plutôt dans des scénarios plus inusuels, et en particulier lorsque des données doivent être transférées à l'étranger dans le cadre d'une procédure pendant à l'étranger. Alors, on pense évidemment d'un côté à des procédures de type réglementaire qui peuvent être initiées par les autorités à l'étranger, que ce soit des autorités, par exemple, en matière de droit de la concurrence, ou en matière de propriété intellectuelle, ou bien en matière financière ou de lutte contre le blanchiment d'argent. Mais on peut aussi penser, et ça arrive évidemment de plus en plus fréquemment, à des procédures de type civil qui, en particulier, si elles sont régies par des règles de common law, et là je pense évidemment à des procédures de nature civile qui sont initiées au Royaume-Uni ou aux États-Unis, comprennent une phase qu'on appelle la phase de pre-trial discovery. Et j'aimerais, si vous m'autorisez, pendant les quelques minutes qui suivent, discuter avec vous les enjeux de droit suisse et plus spécifiquement les enjeux de protection des données qui se posent lorsque des données, et en particulier des données personnelles, doivent être transmises dans le cadre d'une procédure de pre-trial discovery. Donc, le scénario est celui d'une société suisse qui doit livrer des informations, qui souhaite ou qui doit livrer des informations qui comprennent les données personnelles à une partie adverse ou à un juge étranger, en particulier dans une juridiction de common law. En quelques mots, cette phase de pre-trial discovery, elle a comme objectif théorique de contraindre les parties à mettre tous les faits sur la table, entre guillemets, au début du litige, pour que chacun puisse évaluer ses forces et ses faiblesses et également, en théorie en tout cas, évaluer l'opportunité d'avoir un accord transactionnel. En pratique, évidemment, ces phases de pre-trial discovery sont des exercices extrêmement chronophages et qui génèrent également un possible risque juridique pour des entités suisses qui peuvent se retrouver confrontées à une obligation
d'échanger des informations et des documents potentiellement pertinents. Et on pense là évidemment à des emails, à des documents, à des chats, à des journalisations de serveurs avec une partie adverse qui est située à l'étranger. Et cela déclenche naturellement toute une série de questions de droit suisse. Les scénarios que j'évoque, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est celui où d'un côté, une société suisse du groupe détient des informations potentiellement pertinentes qu'elle doit apporter d'une certaine manière en soutien à une autre société du groupe qui est à traite, par exemple, devant un juge new-yorkais ou londonien, ou bien on peut imaginer évidemment la situation où la société suisse est elle-même directement partie au litige qui est pendant à l'étranger. Et la question classique à laquelle nous sommes souvent confrontés dans ce genre de scénario est la question de savoir à quelles conditions la partie suisse peut participer, entre guillemets, à la procédure de pre-trial discovery. Et de notre point de vue, et on pourra évidemment volontiers aussi en parler dans le cadre de la phase de Q&A, cette question peut être répondue de manière positive pour autant que l'on respecte 3 exigences du droit suisse. La première qui a trait au concept même de la participation à une procédure étrangère, et je pense là évidemment à l'article 271 CP. Ensuite, le respect général des normes de confidentialité. Et enfin, et c'est peut-être ça principalement notre sujet aujourd'hui, les questions de protection des données. Très brièvement, un aperçu des questions liées à l'article 271 CP. Et là, je m'excuse d'avoir mis sur cette slide un schéma un tout petit peu compliqué, mais que je vous laisserai peut-être découvrir par vous-même. Et vous trouverez également des développements additionnels dans une publication qui est parue dans la newsletter du 4 avril de cette année et qu'on peut volontiers partager également avec vous. Mais on a eu une jurisprudence au mois de novembre de l'année dernière qui précise un tout petit peu le périmètre de l'article 271 CP, donc qui est une des normes à tenir compte dans le cadre de la participation à une procédure de pre-trial discovery. Et en substance, il découle de cette jurisprudence que pour pouvoir fournir des documents dans une procédure étrangère, il faut en premier lieu que la partie suisse soit effectivement elle-même une partie à la procédure étrangère. D'autre part, que le disclosure order, donc l'ordre de production, ne comporte pas de sanctions procédurales. Et enfin, que les documents ne contiennent pas des informations relatives à des tiers. Et donc ça, c'est un tout petit peu les 3 conditions qu'il faut remplir pour rentrer en bas à droite dans la case verte qui permet de produire les documents sans risquer d'enfreindre l'article 271 CP. Dans les autres scénarios, notre conseil concret, notamment suite à la publication de cet arrêt Swiss Partners, est soit de contacter l'OFJ pour obtenir une autorisation ou une décision de non-assujettissement au sens de l'article 271 CP, ou de passer par les mécanismes de la Convention d'Haye, qui sont des mécanismes certes peu aimés par les juridictions étrangères, mais relativement efficaces en pratique. Et on voit déjà là un certain lien entre le droit à la protection des données et l'article 271 CP, dans la mesure où une des clés qui nous permet de produire des informations hors problème lié à l'article 271, c'est que ces documents ne concernent pas des informations relatives à des tiers. Donc voilà d'une certaine manière le premier pilier de questions qu'il faut résoudre en amont de la participation à une procédure de pre-trial discovery. Deuxième question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les documents que je suis en train de produire ou que je souhaite produire sont eux-mêmes couverts par des normes de confidentialité du droit suisse? Et là, on peut penser aux règles du code pénal, on peut penser évidemment au secret bancaire et on peut penser également aux droits contractuels, soit les engagements qu'on a pris éventuellement à l'égard des employés, y compris l'article 328 sur la protection de la personnalité du travailleur, mais également des engagements de confidentialité qui peuvent être prévus contractuellement, soit d'ailleurs de manière expresse ou de manière implicite. Et si ces engagements de confidentialité sont prévus de manière expresse, il faut encore revoir si le NDA en tant que tel ne contient pas un carve-out pour une production dans une procédure judiciaire. Donc, deuxième pilier de normes à tenir compte ou à analyser en amont de la production de la pre-trial discovery, ce sont les normes de confidentialité du droit suisse. Et finalement, j'en viens au troisième pilier, qui est en réalité le pilier qui nous intéresse aujourd'hui, vu que c'est le pilier de la protection des données. Et là, à notre sens, il convient de distinguer en réalité toute une série d'étapes
qu'il convient de franchir avant finalement de pouvoir produire les documents de manière conforme aux règles en matière de protection des données. Première étape, c'est la collecte, simplement des informations qui sont responsive, comme on dit, ou qui sont potentially responsive, ou qui entrent dans le périmètre de la requête, qui souvent prend la forme d'une liste de questions. Merci de fournir tous les documents qui répondent à un certain état de fait. Et donc, la première phase est la phase de collecte de ces documents au sein de l'entreprise suisse, qui pose déjà un enjeu de protection des données dans la mesure où la simple collecte est déjà un traitement. Et par exemple, cela pose la question du devoir d'information à l'égard des employés. Cette information peut, par exemple, prendre la forme d'une information dans le règlement du personnel, ce qui permet de couvrir à l'avance toute une série de scénarios, ou bien ça peut également prendre la forme d'une information dans ce qu'on appelle la Legal Hold Notice, qui est cette notice d'avertissement de non-destruction de documents, qui est une des étapes classiques d'une procédure dans un état de common law, et c'est lorsqu'on notifie cette Legal Hold Notice aux personnes concernées qu'on peut rajouter aussi l'information sur le phénomène de collecte. Deuxième étape, c'est la sélection des documents. Et dans la sélection des documents à produire, donc une fois qu'on a collecté tous les documents potentiellement pertinents, par exemple par le biais d'un keyword search, il convient de sélectionner les documents qui seront effectivement produits. Et là, le mot-clé, c'est le principe de proportionnalité. En premier lieu, il faut exclure tous les documents qui sont de nature purement privée. On peut imaginer que, par exemple, en fonction des search terms, on ressort dans la phase de collecte des emails, par exemple, un échange d'emails entre collègues sur des activités du week-end. Donc ça, c'est évidemment des informations de nature purement privée qui ne peuvent jamais être produites dans la procédure étrangère, autant naturellement qu'elles n'ont aucun lien avec la procédure et qu'il convient d'exclure upfront. Et ensuite, et ça c'est principalement souvent le travail des avocats locaux, mais qui peuvent être encouragés par l'entreprise suisse, il y aura sans doute des discussions avec la partie adverse, des discussions qu'on appelle du meet and confer dans les procédures américaines, qui visent à réduire le périmètre des documents à produire, ce qui permettra aussi ensuite, dans une perspective de droit suisse, de s'assurer du respect du principe de proportionnalité. Maintenant, concrètement, comment cela fonctionne? Très souvent, les documents sont uploadés sur une plateforme de e-discovery, et cette plateforme de e-discovery, idéalement, elle est évidemment hostée sur des serveurs en Suisse, avec éventuellement des accès remote en faveur des avocats étrangers, à discuter dans le cadre de la phase 3, j'y reviens dans un instant, comment ces accès peuvent être structurés. Et ensuite, il faut procéder à une revue de ces documents. Et cette revue, traditionnellement, elle a trois objectifs. D'abord, de s'assurer si le document qui a été identifié souvent sur un search overly broad, s'il est relevant, c'est la relevance review. Deuxièmement, et c'est là que nous, juristes suisses et membres aussi des départements juridiques des banques, on a un réel input, c'est ce qu'on appelle la revue de la Swiss Confidentiality. Donc, est-ce que ces documents peuvent être produits ou bien est-ce qu'il y a des difficultés liées aux règles de confidentialité de droit suisse ou à la protection des données? Et enfin, généralement, un troisième layer de revue est appliqué pour s'assurer que ces documents ne soient pas couverts par le secret d'avocat, en particulier compte tenu du fait que, par exemple, aux États-Unis, le secret d'avocat couvre aussi, en principe, les communications avec les in-house counsel, ce qui amènera peut-être à exclure un certain nombre de documents de la production. Et on voit que cette phase de sélection des documents, dans la phase, disons, de négociation, entre guillemets, de meet and confer, mais ensuite également la phase en tant que telle de revue, avec ces trois layers de revue, est un exercice très chronophage et en particulier, il est chronophage au sein d'entreprises qui n'ont peut-être pas nécessairement l'habitude d'être confrontées à des discovery requests émanant de juridictions UK et US. Et là, c'est très important d'attirer aussi l'attention des avocats locaux sur le fait qu'on n'a pas véritablement une tradition de discovery request en Suisse et qu'il convient donc, dans le cas de la procédure étrangère, de planifier suffisamment de temps pour faire de manière sérieuse cet exercice de revue en Suisse. Et dernière étape, c'est finalement la transmission à l'étranger. Et là, évidemment, la transmission à l'étranger, et je prends comme hypothèse de travail sur cette slide la transmission dans le cadre d'une procédure pendante aux États-Unis, il y aura, à mon avis, deux phases. Une première phase qui sera simplement le transfert aux avocats américains de l'entreprise suisse, qui évidemment voudront revoir les documents et même participer à cet exercice de revue que j'évoquais tout à l'heure,
avant évidemment que ces documents ne soient produits devant le juge étranger. Et là, la manière d'assurer d'une certaine manière que ce transfert de données personnelles s'effectue de manière conforme aux règles suisses en matière de protection des données, c'est d'utiliser le mécanisme qu'Antoine évoquait tout à l'heure du Data Transfer Agreement, lequel comprendra une référence au clause modèle de l'UE. Et c'est relativement standard à l'heure actuelle de conclure ce type de Data Transfer Agreement avec les avocats locaux afin de permettre aux avocats de l'entreprise suisse de pouvoir accéder aux données, même non caviardées, pour pouvoir les revoir avant la production. Et ensuite, deuxième phase, c'est la question de la production dans la procédure étrangère. Et là, évidemment, c'est difficilement envisageable de demander aux juges étrangers ou aux avocats de la partie adverse de conclure un Data Transfer Agreement. Et c'est dans ce contexte-là qu'on utilise d'autres mécanismes, un mécanisme qui a été évoqué par Antoine également tout à l'heure, qui est l'article 6.2d de la LPD, qui permet de transférer des données personnelles même dans un État non conforme comme les États-Unis, pour autant que cela soit lié à la défense d'un droit devant un tribunal et d'ailleurs devant une autre autorité compétente sous l'empire du nouveau droit, comme Antoine l'a exposé tout à l'heure. Mais pour utiliser cette exception de l'article 6.2d LPD, qui se retrouve, comme j'ai dit, aussi dans le nouveau droit, deux constats sont très importants. En premier lieu, cette exception permet de transférer les données qui sont véritablement nécessaires à la défense du droit en justice, ce qui présuppose qu'on ait effectivement conduit cette analyse de proportionnalité dans le cadre de la phase 2 pour s'assurer que les documents produits sont effectivement pertinents et peuvent donc rentrer dans le périmètre de cette exception. Et autre prérequis qui ne figure pas spécifiquement dans la loi, mais qui a réellement été construit par la pratique, c'est qu'il convient de mettre en place ce qu'on appelle un protective order, qui est un ordre qui est émis par le juge étranger, américain en l'occurrence, qui force les parties à utiliser les informations reçues dans le cadre de la procédure uniquement au fin de la procédure. Et ça, c'est évidemment très important aussi parce qu'on peut se baser sur l'article 6.2d si les données personnelles vont être utilisées dans le cadre de la procédure, mais on doit avoir une certaine forme d'engagement de la partie adverse qui recevra ces données personnelles, et tel sera le cas. Et la manière d'obtenir cet engagement, c'est d'obtenir ce protective order. Et ça, c'est évidemment un point qu'il convient de soulever relativement rapidement dans la procédure. Le concept de protective order est relativement connu des avocats étrangers, en particulier des avocats américains, et il faut parfois ajuster un tout petit peu ce protective order afin de lui faire tenir compte des exigences de protection des données de droit suisse. Donc, le concept est connu, mais il faut avertir les avocats américains assez tôt dans la procédure qu'on aura besoin d'un protective order adapté, tailor-made pour les exigences de droit suisse, et cela prendra souvent un certain temps à négocier. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous très rapidement sous la forme d'un sprint sur les enjeux liés à la pre-trial discovery et à la protection des données. Donc, 3 piliers à respecter, l'article 271 à la lumière de l'arrêt Swiss Partners, les normes de confidentialité et enfin les normes en matière de protection des données. Je m'arrête là et on ressort un tout petit peu de ce monde un peu exceptionnel, heureusement, de la litigation pour re-rentrer dans le monde de ce que j'appellerais business as usual, du transfert de données personnelles, en particulier dans des groupes de sociétés ou avec des service providers, où on retrouve cette notion de sous-traitance qui, à vrai dire, nous donne passablement de fil à retordre depuis 2018 et l'entrée en vigueur du RGPD. Et on a le grand plaisir d'accueillir Cyril pour nous donner des nouvelles très fraîches de l'Union européenne s'agissant de la notion de sous-traitance et de l'évolution de cette notion à la lumière de la pratique des autorités. Cyril, tu as la parole. Un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci Philippe, j'espère que vous m'entendez. Avant de revenir dans le business as usual, je ne peux pas m'empêcher de faire un commentaire sur la présentation que tu viens de faire et qui est très intéressante, avec beaucoup de convergence avec ce qu'on vit dans l'Union européenne. Mais je voudrais quand même attirer l'attention sur le fait que dans le RGPD, et je ne le vois donc pas dans le droit suisse, dans le RGPD, il y a un article un peu scélérat qui est l'article 48 du RGPD et qui interdit de coopérer avec une agence non européenne, y compris avec une décision de justice, lorsque cette décision de l'agence ou du tribunal non européen exige la production de données personnelles.
C'est un peu on peut voir ça comme une représaille de l'Union européenne par rapport à l'affaire Edward Snowden, et donc d'empêcher les entreprises européennes et même les administrations européennes de coopérer avec les agences américaines et avec les tribunaux américains, et ça s'applique par effet collatéral également aux décisions de discovery. Et donc, on se retrouve un peu embêté parce qu'on a juste après l'article 48 qui prévoit cette interdiction de coopérer avec les autorités américaines, sauf si elles passent par des commissions rogatoires internationales, ce qu'elles ont tendance à pas faire, et y compris pour les discovery. On a l'article 49 qui, lui, prévoit exactement la même disposition que celle que Philippe a évoquée sur la possibilité d'envoyer des données en dehors de l'Union européenne lorsque c'est nécessaire pour constater, exercer ou défendre un droit en justice. On a donc ici une sorte de paradoxe qu'on peut éclairer de la manière suivante. Soit le transfert de données qui doit se faire tout à fait dans les mêmes conditions que celle que Philippe a expliquée, soit on considère que ce traitement est fait spontanément par le défendeur ou par le demandeur à l'action, donc l'entreprise suisse ici, plutôt pour nous une entreprise de l'Union européenne, soit il est fait volontairement et spontanément au tribunal, auquel cas on se base sur l'article 49 et l'exercice d'un droit en justice, soit on considère que le discovery est subi par l'entreprise européenne qui doit y répondre en envoyant des données, et à ce moment-là, on tombe dans l'interdiction de l'article 48, puisqu'à ce moment-là, le tribunal américain aurait dû demander le transfert des données via une commission rogatoire internationale et des accords de coopération et les traités de coopération en matière judiciaire à un tribunal local de l'Union européenne. Donc, on va être obligé ici de monter une sorte de fiction qui est on a besoin et on veut pour se défendre envoyer des données dans le cadre d'un discovery. Pour l'instant, il n'y a pas de décision, à ma connaissance, d'une autorité européenne qui aurait condamné ça, mais on est obligé de jouer. Donc, c'est un petit peu plus subtil et un petit peu plus compliqué au sein de l'Union européenne sur ces questions de discovery. Voilà. C'était juste une petite incise parce qu'on a un texte un peu différent en Europe. Alors, maintenant, je vais revenir sur le sujet que je me suis proposé de discuter avec vous aujourd'hui, sur lequel il y a des convergences évidemment avec l'exposé que Marine a fait un peu plus tôt aujourd'hui sur la sous-traitance. Je vais vous donner un petit peu le feedback qu'on a sur cette relation de sous-traitance 4 ans après l'entrée en vigueur du RGPD. On fêtera les 4 ans dans 2 semaines. Ce qu'on peut dire au bout de ces 4 ans, c'est que bon, il y a quelques constats qui s'imposent. D'abord, on voit des prestataires qui n'agissent de fait pas comme des simples sous-traitants. Ils prennent beaucoup de liberté, ce qui n'est pas bon pour un sous-traitant. Ensuite, on voit des prestataires qui refusent d'être sous-traitants dans certains cas, c'est-à-dire qui ne se comportent pas comme tels. Et puis, on a inversement des responsables du traitement qui refusent leurs responsabilités et qui ont tendance à ne pas assumer les traitements que les responsables et que les sous-traitants font pour eux. Et puis, enfin, on a le troisième acteur, les autorités de protection des données, qui ont tendance à rétrécir le domaine de la sous-traitance et à requalifier des sous-traitants, des prestataires, dans des choses un peu dans des situations un peu particulières, mais avec une forme de dérive que je voulais également dénoncer ici. Donc, je pense que ces dérives nous montrent que, enfin, on va mettre les autorités de côté, on en reparlera après, en ce qui concerne le sous-traitant lui-même et puis son responsable du traitement, on voit qu'il y a une forme de relation parfois un peu malsaine qui se met en place. On ne dit pas les choses, on refuse de les écrire. Pourquoi? Parce qu'on refuse de les assumer. Et si on remonte un peu plus loin, on tombe à peu près toujours sur cette crainte des sanctions RGPD. C'est pas la peine d'aller plus loin au niveau des slides. Merci. Voilà, parfait. Il y a une forme d'anxiété devant ces sanctions et on va le dire comme ça, beaucoup d'acteurs ont tendance à faire un petit peu n'importe quoi, essayer de se défausser de leurs responsabilités. On voit typiquement, par exemple, des banques, il m'arrive évidemment d'en conseiller, qui utilisent des sociétés, par exemple, qui vont faire des recherches sur leurs clients potentiels de type KYC pour la lutte contre le blanchiment. Il y en a des banques, notamment celles qui ont des clients avec une certaine exposition au risque,
qui vont se procurer auprès de certains prestataires des rapports qui sont extrêmement poussés, qui sont très intrusifs. Pour en avoir vu certains, c'est même inquiétant qu'on soit capable de faire ça sur des gens, mais qui veulent vraiment les avoir par curiosité, par souci de régler d'autres aspects que le RGPD, de notions de risque et de lutte contre le blanchiment, et aussi de risque réputationnel. Et puis, donc d'un autre côté, qui ont beaucoup de mal à assumer les rapports qu'elles obtiennent sur leurs clients, sur leurs prospects, avec des données personnelles qui sont évidemment un peu difficiles à pouvoir défendre, notamment dans l'hypothèse d'une plainte ou d'une inspection des autorités. Et on voit ces banques agir en disant ah ben, moi, j'ai rien à voir avec ces données-là, c'est le prestataire a décidé lui-même, c'est pas mon sous-traitant, je le connais pas. Donc comme si évidemment il y avait des officines qui passaient leur temps à espionner des gens et puis qui, de temps en temps, pouvaient partager le fruit de leur espionnage avec des gens qui n'avaient rien à voir et qui étaient totalement innocents dans l'affaire. Ce sont des conceptions qui sont un peu délirantes, parce qu'évidemment, elles ne tiennent pas la route. Et à chaque fois qu'on a des officines de petite taille confrontées à des banques de grande taille, on voit les banques qui poussent et arrivent à créer et valider un cadre contractuel qui est tout aussi délirant que leur analyse, dans lequel donc on aurait une officine qui ferait des recherches sur des gens, mais qui ne serait pas sous-traitante, qui n'aurait donc qui agirait de son propre chef, comme ça, qui ferait des contrôles ou des recherches aléatoires sur des gens, et puis qui émettrait des rapports qu'elle ferait payer à des gens qui les achèteraient comme des banques, mais qui n'auraient rien à voir avec les données personnelles qui sont contenues. Évidemment, tout ça, ça tiendra pas une seconde devant l'examen d'une autorité. Et cette espèce de fiction créée par le déni, cette fiction juridique et contractuelle vient évidemment créer l'effet inverse que la banque voulait éviter, c'est-à-dire on va être non seulement responsable d'un traitement de données inacceptable, mais en plus on n'aura pas mis le cadre contractuel par déni justement en face. Donc à une faute, on va en ajouter une autre et qui va venir également démontrer une forme de mauvaise foi. Et là, moi, je vous le dis comme je pense que c'est la porte ouverte à des sanctions qui s'envolent en termes de montant. Pourquoi? Parce que une autorité qui est face à quelqu'un qui est de mauvaise foi, généralement, a tendance à se lâcher, on va le dire de manière un peu familière comme ça, sur le montant des sanctions. Donc, il faut être très prudent. Donc, on voit en contrepoint, à l'inverse, on voit des sous-traitants qui prennent beaucoup de décisions, qui agissent un peu comme ils l'entendent, qui ont un produit bien défini qu'elles imposent, c'est un peu take it or leave it pour les clients, et qui se considèrent encore comme sous-traitantes alors qu'elles prennent beaucoup de décisions. On va un petit peu refaire le point sur tout ça. Pourquoi? Parce que la requalification de tous ces acteurs-là est au coin de la rue, et comme je l'ai dit, c'est la porte ouverte à des sanctions. Donc, on va revenir, en restant sur ce slide, on va revenir à des concepts de base qui ont été très bien expliqués par Marine tout à l'heure, donc sur lesquels je ne vais pas revenir. Je vais juste essayer d'apporter un petit éclairage additionnel. Donc, on revient sur ce qu'est une sous-traitance. Une sous-traitance, c'est le fait de traiter des données pour le compte de quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'on n'a aucune finalité autonome. C'est-à-dire le prestataire, ne traite les données dans un sens où il n'a de raison d'être, ce traitement, que pour fournir le service demandé par la personne. Voilà. Donc, il y a une exception prévue dans le RGPD à chaque fois qu'il y a une obligation légale pour le sous-traitant de fournir, de faire quelques actes de traitement. Mais à partir du moment où il y a une obligation légale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va requalifier le sous-traitant en un responsable autonome. C'est-à-dire que le sous-traitant, le prestataire, va fournir un service au client, va traiter des données en sous-traitant pour le client. Et puis d'un autre côté, à cause d'un statut qui lui est propre, par exemple, il va y avoir une législation qui s'applique et qui va venir lui imposer de conserver un certain nombre de ces données ou d'y apposer des actes de traitement parce que la loi l'oblige. Quand la loi l'oblige, ça requalifie cette entreprise, ce prestataire, en responsable de traitement pour ce petit traitement que la loi requiert. Pour prendre un exemple classique, vous avez quelqu'un qui est par exemple un agent teneur de registre pour un fonds d'investissement. Donc, ben, il est typiquement un prestataire de service, donc il va agir pour le compte du fonds d'investissement, mais en même temps, il a des obligations qui naissent de son statut propre, du fait qu'il est généralement un acteur régulé, qu'il a aussi des obligations de lutte contre le blanchiment. Et pour ce traitement, il ne va pas répondre aux ordres du responsable du traitement, il va, pour une petite partie de cette activité, faire ce que la loi requiert de lui. Voilà. Donc, le bon test,
à faire. C'est un test qui fonctionne toujours. C'est si le client demande à son prestataire de détruire toutes les données qu'il détient dans le cadre de leur relation contractuelle, est-ce que le sous-traitant va le faire? S'il le fait, c'est un sous-traitant. S'il ne le fait pas, ça veut dire qu'il a une idée derrière la tête, hein, comme celle que je viens de citer, par exemple, d'être conforme à sa législation blanchiment. Je ne dis pas que c'est mal, je dis juste que là, on vient de voir que, au-delà de son rôle de sous-traitant, il avait une autre casquette, qui est celle de responsable du traitement. Et ça veut dire que le responsable du traitement, le client, doit se poser des questions sur ce qu'il fait, sur ce que fait son prestataire, doit vérifier, peut-être aller un peu plus loin. Le cadre contractuel doit refléter cela. Et puis inversement, le sous-traitant, le prestataire, qui se rend compte qu'il ne va pas détruire toutes les données si son client lui demande, doit aussi se poser des questions sur son rôle et bien réfléchir à cette qualification. On peut passer au slide suivant si vous voulez. Merci. Donc, le cadre doit être extrêmement contraint. Comme l'a dit Marine tout à l'heure, il faut que tout soit mentionné dans le contrat. Le sous-traitant, il est aux ordres. Quant au responsable, il reste responsable, comme son nom l'indique bien en français, mieux qu'en anglais d'ailleurs, qu'avec le terme de controller. Il est responsable, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un problème qui va se passer au niveau du sous-traitant, il y a peut-être une responsabilité du sous-traitant, mais il ne pourra jamais se défaire totalement de sa propre responsabilité parce que l'article 28.1 du RGPD dispose que le responsable doit faire appel à des sous-traitants qui présentent des garanties suffisantes de conformité au RGPD. Et donc, il va rester toujours résiduellement responsable des fautes de sous-traitants. Donc, si le sous-traitant commet une faute, il pourra faire l'objet de sanctions directes si l'autorité de protection des données locale de l'Union européenne considère que le sous-traitant a fait une faute qui lui est propre. Maintenant, ça ne veut pas dire que le responsable du traitement ne pourra pas faire face à des sanctions lui-même, parce que, en tout état de cause, si le sous-traitant a commis des fautes, on pourra aussi reprocher au responsable du traitement de ne pas avoir choisi un bon sous-traitant. Donc, il y a cette responsabilité résiduelle qui fait très peur aux responsables de traitement et qu'ils essayent, on en parlera tout à l'heure, de limiter ou de se défaire. Et à mon sens, c'est impossible. Voilà. Je reviendrai dans quelques minutes dessus. Donc, sauf obligation légale, on en a parlé, le prestataire ne peut faire aucun traitement qui ne soit pas nécessaire pour répondre aux instructions documentées du responsable du traitement ou qui ne soit pas nécessaire pour exécuter son contrat de service avec lui. Voilà. Alors, le responsable, pour rappel, définit toujours la finalité et les moyens essentiels du traitement. Quant au sous-traitant, lui, il a, ça c'est la guidance européenne qui le dit, une certaine marge d'appréciation sur les moyens techniques et organisationnels les plus appropriés. Mais on parle de choix qui sont très tactiques et pas stratégiques, des choix de très bas niveau. Je vais prendre un exemple. Vous pouvez être un prestataire de services de stockage de données avec plusieurs data centers. Et dans chaque data center, vous avez plusieurs racks avec des serveurs, etc. Voilà. Le sous-traitant, le prestataire qui décide, dans le cadre de la gestion de son système informatique, dans un de ces data centers, de déplacer les données d'un client depuis un rack vers un autre, celui-là fait un choix sur des moyens du traitement, parce qu'effectivement, c'est plus le même système qui traite les données, mais concrètement, c'est un choix tactique de très bas niveau avec un faible impact. Le client, lui, de son côté, pense que les données sont toujours stockées dans le même data center. Donc, il sait approximativement où sont ces données, même s'il ne sait pas exactement dans quel rack, dans quel disque dur, mais après tout, le sait-on jamais avec du cloud. Bon. Par contre, le prestataire qui décide de prendre les données depuis son premier data center et de les transporter ou de les synchroniser dans un second data center, qui serait peut-être situé dans un pays étranger, celui-là devrait obtenir un accord ou au moins informer le responsable du traitement pour obtenir une validation. Parce que pour moi, il commence à déplacer les données, c'est une appréciation très personnelle, aucune guidance ne le dit dans ces termes-là, mais mon appréciation, c'est qu'à ce moment-là, le client, lui, subit un risque nouveau qui est que lui, il croyait que ces données, elles étaient là, et en fait, elles sont là-bas, dans un autre pays, et ça, c'est quand même un changement dans les moyens du traitement suffisamment important pour qu'il en soit informé. Voilà. On peut passer au slide suivant. Merci. Donc, ensuite, le RGPD dit, mais c'est exactement ce qu'a dit Marine tout à l'heure, donc je ne vais pas perdre de temps, qu'il n'y a pas de sous-traitance en cascade sans accord du responsable.
peut trouver des moyens pour simplifier cet accord, qui peut être juste une opération et un nihil obstat, comme on dit, donc une absence d'objection, mais il faut toujours une transparence sur les transferts, conformément à l'exemple que je viens de donner sur les data centers, surtout lorsqu'on va sortir de l'Union européenne. Et ensuite, il faut obtenir une coopération tout au long de cette chaîne de sous-traitance, pour avoir des droits d'audit, pour pouvoir faire des études d'impact, pour vérifier le niveau de sécurité, etc. Or, en pratique, absolument rien de tout ce que je viens de dire depuis tout à l'heure n'est réalisable dans les faits avec un sous-traitant géant, systémique, comme on dit, parce que généralement, quand on a affaire à un sous-traitant géant, lui impose absolument tout, et nous, on ne décide approximativement de rien. Voilà. Donc ça, je ne vais pas donner de nom pour pas être désagréable, mais tout le monde reconnaîtra l'ensemble des prestataires mondiaux qui fournissent des solutions aux entreprises et qui généralement ont un package que les gens prennent. Évidemment, les entreprises prennent. Pourquoi? Parce qu'il y a des fonctionnalités intéressantes, parce que le tarif est intéressant, parce qu'on peut faire des choses incroyables, parce que tout le monde d'autre le fait. Il y a tout un tas de raisons, plus ou moins bonnes, de le faire. Et généralement, on adhère à des choix qui sont totalement contraints par le prestataire de service. Et ça fait peser un risque. On peut passer au slide suivant. Merci. Donc, je ne vais pas parler de nouveau trop du cadre contractuel puisque Marine a tout expliqué en détail. Quand même, c'est un point essentiel. Il y a les clauses qui sont contenues dans le contrat. Il faut assister sur des études d'impact. Il ne faut pas enrôler de sous-traitants sans l'accord du responsable, etc., etc. La reproduction de ces clauses, ça, généralement, c'est bien fait. Il n'y a pas de souci. On a des contrats types, c'est repris. Et puis voilà. Or, en fait, le contrat de sous-traitance va bien au-delà. L'essentiel et le cœur du contrat de sous-traitance, c'est pas ces clauses-là. Parce que finalement, ces clauses ne font qu'en redire la loi européenne en l'occurrence. Mais ce qui est important, c'est la description du traitement. Or, ça, c'est très généralement insuffisant et c'est très souvent totalement absent. Donc, on a juste une reproduction des clauses du RGPD et on ferme le banc, c'est terminé. Et là, évidemment, on tombe dans un risque. Pourquoi? Parce que les autorités européennes qui font des audits, qui font des investigations, et on le voit dans les faits, lisent très attentivement les contrats de sous-traitance. Trouver les clauses qui sont requises dans le texte, ça pose pas de problème et généralement, ils le vérifient en 2 secondes. Ce qui les intéresse vraiment, c'est est-ce que le contrat définit suffisamment le traitement qui est réalisé de manière à ce qu'on puisse savoir qui est responsable de quoi et qu'on puisse allouer les responsabilités. Et ensuite, deuxièmement, on va matcher au niveau des autorités ce qu'elles lisent dans le contrat avec ce qu'elles voient en réalité. Et c'est souvent là qu'on voit des problèmes à cause de ce déni de réalité dont j'ai parlé juste avant. Voilà. Juste peut-être une petite incise, les autorités européennes ont publié un modèle de contrat de sous-traitance. Alors, je ne suis pas exactement, on n'est pas dans les standard contractual clauses dont a parlé Antoine tout à l'heure. Ici, on parle vraiment d'un contrat de sous-traitance sans transfert hors de l'Union européenne, juste qui contiendrait les clauses intéressantes. Bon, c'est un modèle. Ça peut être une piste de travail. Je ne le considère absolument pas comme étant obligatoire, parce que contrairement aux clauses contractuelles type qui doivent être validées par l'Union européenne, les contrats de sous-traitance n'ont pas besoin du tout d'être validés par l'Union européenne. Et je me méfie généralement de ces standards communautaires qui sont ultra petita, qui vont plus loin souvent que ce que le texte exige, pour ajouter des dispositions qui sont nice to have. Si on arrive déjà à avoir l'essentiel, c'est énorme. Le RGPD est déjà tellement exigeant que, avant d'aller plus loin, c'est déjà pas mal si on arrive à rester dans le cadre et le respecter complètement. Alors, on peut changer de slide. Merci. Donc, évidemment, il faut avoir un contrat écrit et contraignant, ça c'est important, c'est un binding agreement. Or, c'est pas du tout conciliable, en tout cas pas souvent, avec la jungle des pratiques des contrats, des prestataires géants, notamment américains, c'est-à-dire qu'ils ont des online terms avec des online data processing agreements, des online policies, etc., etc. C'est-à-dire qu'elles sont unilatérales, évidemment, déjà. Ensuite, elles sont sur leur site, ce qui veut dire qu'ils peuvent les changer demain matin. Ensuite, il est très difficile, je suis en train de faire l'expérience avec un client qui essaye de déterminer, après avoir choisi un de ces grands providers américains avec des produits très alléchants, il essaye, et je l'aide à déterminer quel est le cadre contractuel exactement applicable avec le produit qu'il a pris. Et après des mois de travail, on n'y arrive toujours pas.
C'est-à-dire qu'en face, on a un prestataire savonnette qui n'a évidemment pas de service juridique qui a le temps de nous parler, donc il nous renvoie des commerciaux, qui nous envoie un lien vers la banque de données de contrats, évidemment qui contient des dizaines de liners différents et impossible de savoir lequel s'applique. De toute façon, quand bien même on arrivera à savoir lequel s'applique de ces contrats, il pourra être changé unilatéralement demain. Tout ça est totalement inacceptable. C'est déjà inacceptable à mon sens commercialement, mais évidemment c'est imposé par la puissance de feu de ce genre de prestataire, mais aussi c'est totalement inacceptable au niveau juridique, parce qu'on ne peut évidemment pas se reposer sur un contrat dont on ne peut déjà pas démontrer quel est le texte qui s'applique, et donc, a fortiori, on ne peut pas le faire respecter. Voilà. Et évidemment, dans ce genre de contrat, vous allez avoir une chaîne de sous-traitance qui est totalement opaque. Allez savoir qui se cache derrière votre prestataire. C'est généralement impossible, c'est la plupart du temps totalement impossible. Voilà. On peut changer de slide. Merci. Donc, faisons attention à un prestataire, c'est aussi valable pour ceux qui agissent en tant que prestataire. Hein. Faisons attention aux prestataires qui prennent trop de décisions. Un prestataire ne devrait jamais prendre trop de décisions. Alors, on vient de voir ces géants, souvent américains, mais pas que, ces géants ont tendance généralement à imposer énormément de choses. Lorsqu'on impose énormément de choses, on risque de basculer de ces petits choix tactiques pour lesquels il y a une tolérance, une certaine marge de manœuvre pour le prestataire. On bascule à une autre analyse qui est celle de responsable du traitement, voire responsable conjoint du traitement. Et donc là, ça commence à faire peser un risque sur évidemment le client, parce que s'il ne maîtrise pas totalement son traitement, ben, il risque d'avoir un problème. Mais c'est aussi un problème pour le prestataire, parce que le prestataire met en place un contrat de sous-traitance, mais s'il agit comme sous-traitant, comme responsable ou responsable conjoint, ce cadre contractuel n'est pas adapté. Et très souvent, également, sa propre mise en conformité au RGPD sera défaillante, puisqu'il se sera considéré comme sous-traitant, alors qu'il était responsable, et à ce moment-là, il y a d'autres choses à faire. Donc, du coup, on voit qu'on rentre dans une zone de danger pour les deux parties. Et en fait, là, c'est plutôt le prestataire qui prend un risque, à mon avis, accru. Parce que le responsable du traitement, le client, lui, il se sera considéré comme responsable du traitement. Enfin, sauf quand il est dans le déni, comme j'ai dit en introduction, mais généralement, il va se comporter comme responsable du traitement. C'est le prestataire qui va se retrouver requalifié et qui, lui, va prendre un risque assez considérable, en fait. Donc, à chaque fois que le client prend le service as is, comme on dit, et ne peut effectuer aucun choix et n'exerce finalement aucun réel contrôle stratégique sur le traitement, alors à ce moment-là, il y a un risque pour lui qui est petit, mais qui n'est pas non plus négligeable, parce qu'il y aura aussi une violation du RGPD, et le risque évidemment significatif sera pour le prestataire. Voilà. On peut passer au slide suivant. Voilà. Alors, peut-être pour finir, quelques mots sur les sanctions. Évidemment, tout ça, ça fait toujours peur. Et on a donc, à cause de ces grosses sanctions, une atmosphère un peu générale d'anxiété, voire même de panique. On le voit parfois. Moi, ça m'arrive de conseiller certains prestataires face à des clients qui veulent absolument utiliser le produit, mais qui refusent d'en accepter les risques. Comme j'ai dit, notamment pour les profils de clients en matière de blanchiment, ça, on voit des choses qui sont parfois à la limite, effectivement, de la perte de contrôle de la part des gens qui veulent absolument le service et qui sont effrayés des conséquences RGPD de ce qu'ils achètent. Et donc, on essaye de se défausser, notamment en requalifiant dans les contrats, j'en ai déjà parlé, et puis aussi en essayant de mettre en place des clauses d'indemnisation par lesquelles le sous-traitant, par exemple, va indemniser le responsable si jamais, à cause du service qui lui est fourni, le responsable se retrouve sanctionné. Bon. Le RGPD permet, je l'ai déjà dit, de sanctionner et le responsable du traitement et le sous-traitant. Donc, si l'autorité européenne a sanctionné un responsable du traitement alors qu'il y avait une faute du sous-traitant, c'est qu'il a analysé l'ensemble du dossier et qu'il considère peut-être que le sous-traitant a fait une faute, mais aussi que le responsable en a fait. Et donc, cette tentative un peu désespérée de mettre une clause d'indemnisation en disant si je me prends une amende RGPD, vous me rembourserez, évidemment, si jamais il y a une amende RGPD qui est prononcée, le prestataire va refuser de payer. On va se retrouver au tribunal. Et quelle va être la cause juridique de cet engagement? Dans beaucoup de pays, cette cause sera considérée comme illicite ou immorale, parce que il y aura une faute propre réalisée par le responsable qui sera, comme j'ai dit tout à l'heure, il a mal choisi son sous-traitant puisqu'il en a pris un qui ne présente pas des garanties suffisantes. À cause de ça, il y a une violation du RGPD, il y a des sanctions qui tombent, il n'est pas moral et il n'est pas acceptable juridiquement que cette faute qui est personnelle au responsable puisse se retrouver sur le dos
du sous-traitant. Voilà. Donc, je pense que ce type de recours qu'on verra bientôt, puisque ces clauses florissent actuellement, quand on aura des recours sur ces clauses, je pense que dans beaucoup de pays de l'Union européenne qui ont des dispositions sur les causes illicites ou immorales des contrats, on trouvera que ces clauses sont inapplicables et ne seront pas opposables. Voilà. Donc, pour récapituler, on fait une bonne analyse préalable, on n'est pas dans le déni, on reconnaît son rôle, ce qui va peut-être conduire à des réflexions sur est-ce qu'on peut vraiment acheter ce produit, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on en achète un autre, etc., etc. Ensuite, avoir une bonne documentation contractuelle qui reflète la réalité, ne pas être dans le déni de nouveau, et ensuite, une bonne coopération entre les parties. Là-dessus, je renvoie au développement très juste qu'a fait Marine tout à l'heure. Voilà. Je pense que c'était fini pour moi. Merci. Merci beaucoup, Cyril, pour cet exposé très clair. Voilà, on a pris un peu de retard, on s'en excuse. On a reçu, donc c'est l'heure de la table ronde. On a reçu un certain nombre de questions, à vrai dire peu nombreuses, et on propose que vous restiez encore un tout petit moment avec nous pour y répondre rapidement. Alors, la première question qu'on a reçue concerne la liste des pays adéquats et on nous demande donc si cette liste contiendra également les pays reconnus comme adéquats par l'Union européenne. Et je laisse cette question pour Philippe. Effectivement, merci. Alors, en 2 mots, très rapidement, effectivement, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la liste du préposé qui, dans les grandes lignes, est équivalente à la liste des pays adéquats dans une perspective européenne. Les gaps entre les deux, c'est notamment le Japon, qui a été reconnu comme étant adéquat à certaines conditions au niveau de l'Union européenne, mais qui n'a pas encore été reconnu sur la liste du préposé, comme on l'appelle en Suisse. Dans le cas de la future loi entrée en vigueur septembre 2023, la liste du préposé sera transformée en une ordonnance du Conseil fédéral, mais ça ne changera pas grand-chose au niveau matériel, avec peut-être juste une petite subtilité, mais qui n'a pas une grande importance pratique. La liste telle qu'elle existe aujourd'hui, elle vise le transfert de données personnelles de personnes physiques. Et donc, à quelques exceptions près, d'une certaine manière, tous les États sont non adéquats, entre guillemets, dans une perspective du transfert de données personnelles de personnes morales, parce que le droit suisse a cette particularité qu'il protège également les données personnelles des personnes morales. Cet aspect-là de la LPD est resté complètement lettre morte. Donc, le résumé, c'est qu'à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale au mois de septembre de l'année prochaine, on aura une liste qui sera équivalente à la liste actuelle du préposé, qui sera grosso modo équivalente à celle de l'Union européenne, avec la petite distinction, en tout cas s'agissant du Japon, et qui portera sur les personnes physiques, tout comme le RGPD, tout comme la nouvelle loi fédérale qui concerne les personnes physiques. Merci beaucoup, Philippe, pour ces explications. On a reçu encore une autre question concernant la dérogation permettant la communication en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat entre l'importateur et l'exploitateur de données dans l'intérêt de la personne concernée. Et donc, on nous a demandé s'il y avait un équivalent dans le RGPD. Que cela signifie-t-il concrètement? Et est-ce que ça inclut l'exécution d'activités outsourcées à l'étranger, et je propose que Cyril y réponde. Oui, bien sûr, il y a un équivalent du RGPD. En fait, je pense que la disposition suisse reprend exactement la même dénomination et le même libellé que la disposition européenne. Donc, il y a tout à fait l'équivalent. Ce que ça signifie, c'est que lorsqu'il est absolument nécessaire de conclure un contrat dans le cadre de l'exécution d'un contrat avec un client, par exemple, de transférer les données hors Union européenne, on peut le faire. Le cas typique, c'est l'agence de voyage. Vous entrez dans une agence de voyage, vous voulez faire un voyage en Inde et vous voulez réserver un hôtel, il va falloir que l'agence de voyage envoie des données en Inde pour pouvoir exécuter vers un hôtel, par exemple, pour pouvoir exécuter le contrat de service, le contrat de voyage que vous avez avec votre agence de voyage. C'est un cas typique. Voilà. Ou alors, lorsque le contrat va être conclu dans l'intérêt de la personne concernée, c'est par exemple si on va souscrire une assurance pour vous dans le cadre de ce voyage. Voilà. À ce moment-là, ça va peut-être être un contrat qui va être conclu entre l'agence de voyage elle-même en tant que tour opérateur, par exemple, et un assureur local en Inde, par exemple, qui est donc vous n'êtes pas directement partie à ce contrat, vous en êtes bénéficiaire, mais il est conclu dans votre intérêt. C'est le genre de cas dont on parle. Est-ce qu'on peut exécuter
faire des traitements dans le cadre d'exécution d'activités outsourcées à l'étranger. Alors, un outsourcing n'est absolument jamais nécessaire pour exécuter un contrat. Et il peut y avoir le cas où on envoie les données à un destinataire, comme l'hôtel, par exemple, mais ça, c'est pas un outsourcing, hein, parce que l'hôtel n'est pas un fournisseur de services d'externalisation, il fournit son service propre, donc ce n'est pas un sous-traitant, en fait, si vous voulez le voir comme ça, ce n'est pas un prestataire de services dans le sens outsourcing. Par contre, on peut avoir le cas, effectivement, où vous avez des services informatiques qui sont délocalisés, en Inde aussi, par exemple, et là, ce n'est absolument pas nécessaire d'exécuter pour exécuter le contrat de service que vous avez avec votre banque qui est au coin de la rue, par exemple, ce n'est pas nécessaire d'envoyer les données en Inde. Ça, vous voyez que c'est quelque chose qui n'est pas naturellement requis ou qui ne découle pas de la relation qui existe entre vous et votre banque, à la différence de l'agence de voyage qui, elle, est dans une situation un peu différente, puisque la nature de votre service implique un déplacement en Inde. C'est pas du tout le cas pour la banque qui déciderait d'avoir une externalisation auprès d'un prestataire de service indien. Donc, l'outsourcing ne peut jamais permettre un transfert de base de données sur base de ces bases légales-là, donc l'exécution du contrat avec la personne concernée ou son intérêt. Pour ça, il faudra conclure des clauses contractuelles type, par exemple, avec le fournisseur de services. Merci beaucoup, Cyril, pour ces explications. Et on a reçu une dernière question que je poserai du coup à Marine et qui est spécifique au domaine bancaire. Il s'agit d'une question en lien avec les background checks. Et donc, je vous lis la question. Dans la mesure où les sociétés de recherche background checks ont une certaine autonomie dans la définition des modalités du traitement, sont-elles plutôt des sous-traitants ou des responsables conjoints de traitement? Et là, l'hypothèse qui est visée en particulier, c'est l'hypothèse où la société ne traite des données que pour des finalités imposées par la banque. Voilà. Si Marine, tu pouvais répondre à cette question. Oui, bien sûr. Alors, très brièvement, c'est vrai que cette distinction entre responsable de traitement, sous-traitant, comme on l'a dit avec Cyril, est parfois vraiment ténue. Et puis, on a du mal à vraiment tracer une ligne très, très claire entre les deux. Là, dans ce cas du background check, donc qui est effectué par une société qui en effet utilise ses propres moyens en fait, parce qu'elle va déterminer sur quelle base de données elle va se fonder pour effectuer les différents contrôles, les différents checks qui sont demandés par une banque typiquement. Respectivement, c'est elle qui va déterminer aussi l'application qu'elle va utiliser pour effectuer les screenings, par exemple les sources médiatiques pour en tirer des informations sur les clients, sur les personnes concernées. Mais alors, c'est important de dire que la détermination de ces moyens du traitement n'est pas déterminante pour dire que le fournisseur de services est un responsable de traitement, parce que le sous-traitant peut lui-même avoir une certaine latéralité, une certaine autonomie dans la détermination des moyens du traitement. Donc là, à l'inverse, on voit que, alors reprenons l'exemple de la banque dans le cas de ces background checks. La banque, c'est elle qui va fournir la liste de ses clients, respectivement prospects, qui sont soumis à ce background check, ou employés, bien entendu, et puis qui va déterminer aussi l'étendue du background check en fonction justement de la qualité de la personne concernée. Donc, qu'est-ce qui va devoir être vérifié par le service provider, en fait. Donc, dans ce cadre-là, c'est vraiment la banque qui va déterminer le but du traitement de par son étendue et puis de par voilà, le traitement qui va être fait sur les données concernées. Donc, à mon sens, on peut dire que le service provider qui fait un background check sur une liste de clients bancaires a plutôt un rôle de sous-traitant a priori. Et puis, on peut rajouter d'ailleurs à ce niveau-là, parce que Cyril a dit quelque chose d'intéressant par rapport au fameux test de est-ce que le sous-traitant pourrait effacer ensuite les données qu'il a traitées dans le cadre du service. Donc là, a priori, il n'y aura plus aucune justification en fait pour la société de background check de conserver les données qui ont été traitées, donc le résultat des background checks, qui devra donc effacer ceci.
après une période de rétention qui a priori est très courte. Il n'a pas d'obligation particulière de conserver ces données. Donc, c'est encore peut-être un élément qui nous amène à penser que cette société-là serait plutôt un sous-traitant qu'un responsable de traitement. J'ajouterais que pour certaines de ces sociétés que je représente et que je connais un petit peu leurs pratiques, on essaye d'ajouter dans les lettres d'engagement des informations quand même assez précises sur le type de recherche qui sera effectuée, le type de base de données qui sera consultée ou éventuellement l'utilisation de détectives privés externes, etc., de manière à laisser dans le cadre contractuel un maximum d'informations sur les décisions stratégiques du traitement pour éviter justement une requalification en responsable conjoint, parce que sinon il peut y avoir un flou. Voilà. En tout cas, ce qui est clair, c'est que, reprendre l'exemple dont on parlait tout à l'heure, si on a une banque, par exemple, qui arrive à faire requalifier son prestataire de responsable conjoint, elle-même ne pourra, en tout cas, en tout état de cause, jamais éluder sa propre responsabilité. Elle sera toujours responsable au moins du traitement. Voilà, elle ne pourra pas être considérée comme quelqu'un totalement externe. Mais le mieux, effectivement, pour les deux parties d'ailleurs, c'est d'avoir une forme de contrainte dans la lettre d'engagement qui prévoit les bases de données et les moyens au moins stratégiques du traitement, même si quelques choix tactiques peuvent ensuite être laissés à l'appréciation du prestataire. Merci beaucoup pour ces précisions. Écoutez, on arrive au terme de notre webinaire. On espère que ça vous aura permis de faire le point sur les différents thèmes qui ont été abordés aujourd'hui par les différents intervenants. Donc, comme indiqué au début du webinaire par Philippe, les présentations et les Q&A ont été enregistrés et seront disponibles en format replay sur YouTube dans les jours qui viennent. Au nom de tous les orateurs, je vous remercie d'avoir participé à notre webinaire et vous souhaite une très agréable soirée. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci, bonsoir.